Beaucoup se demandent ce que ça fait d'être dans un vaisseau spatial. Moi, je leur réponds, nous sommes tous des astronautes. Depuis son apparition sur Terre, l'être humain s'efforce de percer les secrets de l'univers. Au fil des siècles, sa fascination pour l'espace n'a jamais faibli. Mais depuis les années 60 et le début de la conquête de l'espace, notre point de vue a changé, du tout au tout. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Tower clear. Mon Dieu, regarde ça. La Terre, droit devant. C'est magnifique. Tu as une pellicule couleur, Jim? Passe-la moi vite. Ça fera une photo splendide. Grâce à la science, j'ai eu l'une des plus grandes révélations de ma vie. Je sais qu'on en parlera encore dans 3000 ans. C'était le soir de Noël 1968, lorsque la mission Apollo est allée explorer la face cachée de la Lune. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on voyait non pas un lever de soleil ni un lever de lune, mais un lever de terre. Ça a été une illumination. Tout d'un coup, on a pris conscience que notre planète était toute petite et non pas infinie. Elle flotte dans le vide de l'immense tapis de velours qu'est l'univers, comme disent les astronautes. Nous ne sommes pas partis dans l'espace pour rapporter de nouvelles richesses, mais pour acquérir une nouvelle vision de la vie elle-même. Et cela a radicalement changé notre perspective. Nos scientifiques ont eu plus de 50 ans pour étudier cette nouvelle perspective. Ils connaissent désormais la fragilité de notre Terre, cet immense vaisseau spatial à bord duquel nous sommes tous embarqués. Aujourd'hui, nous sommes conscients que ses ressources sont limitées et que l'humanité doit résoudre un problème capital. Mais de nombreuses questions restent pour l'instant sans réponse. Quel est le carburant qui alimente ce vaisseau? Combien de temps ses réserves tiendront-elles? Qui contrôle sa trajectoire? Combien de temps pourra-t-il encore voler? Les gens se demandent ce que ça fait d'être dans un vaisseau spatial. Moi, je leur réponds, mais vous y êtes. Nous vivons tous dans un très beau vaisseau spatial nommé Terre.
Quand on a, comme moi, eu l'occasion de faire le tour de la Terre en seulement 90 minutes, on se dit qu'il n'y a pas un événement sur cette planète qui n'ait un impact sur tout le reste. Pendant cette mission, je n'étais pas vraiment payé pour regarder par la fenêtre. J'étais là pour mener à bien des expériences conçues par d'autres scientifiques. C'était une grosse responsabilité, parce que plusieurs équipes, constituées de nombreux chercheurs, avaient travaillé pendant des années pour mettre ces expériences au point. Mais quand j'ai enfin eu le temps de regarder par le hublot, ça a été le moment le plus émouvant de ma carrière. Cette image restera à jamais gravée dans ma mémoire. L'impression que j'en ai gardée est très difficile à décrire. L'univers est là, entièrement noir, le vide total, l'obscurité la plus profonde qu'on puisse imaginer. Et au milieu, il y a la Terre, dans toute son éblouissante beauté. Mais en même temps, il y a cette impression de fragilité. L'horizon, qui est courbe, est entouré par un halo bleu foncé, magnifique, mais si fin qu'il donne l'impression d'être très léger et très fragile. Et puis, il y a le fait qu'on puisse faire le tour de notre planète en à peine 90 minutes. Forcément, ça change totalement notre perception. Avant, on se disait que la Terre était immense, qu'on n'en prendrait jamais la mesure. On ne perçoit même pas qu'elle est ronde. Et tout à coup, on la voit comme un vaisseau spatial, à bord duquel nous volons tous à travers le vide infini de l'univers. Pendant des siècles, les hommes ont regardé vers le ciel, vers les étoiles, vers le soleil. Le système copernicien a transformé notre façon de penser Dieu, l'humanité, le pouvoir, notre destin ici-bas, etc. C'est le regard vers l'extérieur qui a créé la modernité. Mais si on observe la Terre à partir de l'espace, ce qui n'est possible qu'à bord d'un vaisseau spatial ou d'une fusée, alors on en vient à percevoir différemment notre planète, notre façon d'agir sur elle, mais également sur nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une révolution scientifique. Les 50 dernières années ont été fortement marquées par les progrès de la pensée systémique.
Mais certaines disciplines n'en sont pas encore là. On pense encore trop souvent que le progrès scientifique viendra de la spécialisation, de la réduction et de la concentration, alors que c'est tout le contraire. Le progrès scientifique de ces 10 dernières années a consisté à prendre les connaissances isolées et à les réintégrer dans une compréhension de l'univers plus global. La science moderne, c'est la science des systèmes. Quel est le concept de vaisseau terrestre? Nous sommes tous embarqués à bord de ce véhicule. Alors mieux vaut comprendre comment il fonctionne. Le système Terre est constitué d'air, d'eau et de ce qu'on appelle la géosphère. Une croûte continentale, une croûte océanique, un manteau et un cœur. Tous ces éléments constituent la géosphère. On peut aussi parler d'atmosphère, d'hydrosphère et de biosphère. Et ce sont leurs interactions complexes qui font la Terre. Si je dois étudier cette planète Terre, il faut que je la considère comme un système complexe. Un système où tout est lié. La Terre n'est plus toute jeune. Mais si elle dure, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle est capable de s'auto-réguler. Elle constitue un système, et en cela, elle a des propriétés qu'on ne peut pas analyser par le biais de la seule biologie ou des seules sciences physiques. On sait aujourd'hui qu'il existe des sortes de mécanismes de rétroaction négative qui contribuent à réguler la planète. Et ces mécanismes impliquent des organismes vivants. Si l'homme est apparu sur Terre, c'est parce que la Terre est habitable depuis 4 milliards d'années. Il a fallu 4 milliards d'années d'évolution avant que nous fassions notre apparition. Au commencement, notre vaisseau était une boule de feu enveloppée d'une atmosphère toxique chargée de dioxyde de carbone. Au fil du temps, cette atmosphère a évolué. Elle s'est chargée d'oxygène et a refroidi la planète. Quand la Terre est apparue, elle était constituée de 2 éléments. Une matière en fusion entourée d'une atmosphère primitive très chaude. La plupart des formes de vie dont descendent les êtres vivants d'aujourd'hui ont commencé à apparaître il y a 2 milliards d'années. Ces organismes ont contribué à créer un environnement spécifique à la surface de la Terre. Plus précisément, l'atmosphère a commencé à s'enrichir en oxygène. Sans le Soleil, la vie sur Terre ne serait pas possible. C'est la source d'énergie la plus puissante pour notre planète. Voyons un peu. De manière générale, tout corps dans l'univers obéit au deuxième principe de la thermodynamique. Selon celui-ci, l'ordre est plus ou moins détruit par des frottements et autres processus, ce qui finit par provoquer une perte de chaleur.
À moins qu'on ait un apport d'énergie constant, comme la lumière du soleil par exemple. Dans ce cas, le système peut aller à l'encontre des principes de la thermodynamique et déboucher sur une plus grande complexité. C'est précisément ce qui se passe dans notre petit coin de l'univers, sur la planète Terre. Faites disparaître le Soleil et tout va dépérir pour entrer dans un nouvel état de chaos. Le Soleil est notre carburant. C'est la lumière du Soleil qui est à l'origine de la plus grande invention de l'histoire de notre planète, à savoir la photosynthèse. Prenez une quantité infime d'énergie solaire et combinez-la avec du CO2. Vous obtenez de l'oxygène et des glucides. C'est en gros la source de base de l'évolution sur notre planète. Les glucides permettent évidemment de créer de la biomasse et de là des formes supérieures de protéines. C'est un processus très long, d'au moins 1 milliard d'années. C'est assez miraculeux quelque part. La photosynthèse a été inventée il y a près de 3 milliards d'années. Imaginez un peu ce qui se serait passé sans la photosynthèse. Une chose est sûre, nous ne serions pas là, ni nous, ni tout le reste. Ce sont les végétaux terrestres et les algues marines qui ont façonné l'environnement de notre planète sur des centaines de millions d'années. Toutes les plantes vasculaires actuelles ont évolué il y a environ 350 à 400 millions d'années. Elles absorbent le CO2 présent dans l'atmosphère pour réaliser la photosynthèse. Puis, elles rejettent ce CO2 dans le sol via leurs racines. Il entre alors en réaction avec la terre et la roche et se retrouve enfermé. Au fil du temps, l'effet de ces organismes sur le CO2 est devenu extrêmement important. Ils sont les agents refroidissants de la planète. L'atmosphère terrestre contient 21% d'oxygène, un gaz très réactif. C'est cette réactivité qui a permis l'apparition de grands animaux complexes. L'avantage avec la photosynthèse, c'est que non seulement cela crée de l'oxygène, mais cela capte aussi le CO2 de l'atmosphère. Ce CO2 est attiré puis stocké dans la biomasse. Quand un arbre tombe dans l'eau, il ne peut plus être au contact de l'oxygène. Il tombe au fond et il reste prisonnier. Or, cette petite quantité de carbone qui est retirée du cycle naturel
est la source de ce que nous appelons les énergies fossiles. Des énergies qui ont mis entre 500 millions et 1 milliard d'années à être créées. Le charbon est produit à partir de plantes terrestres. Dans les marais, en fonction du degré de carbonisation, on peut retrouver dans certains morceaux de charbon des feuilles de fougère en très bon état de conservation, de l'écorce, du bois, des feuilles, etc. Le charbon vient de la terre, tandis que le pétrole et le gaz viennent de la mer. Le pétrole est une matière organique. À l'origine, il s'agit de micro-organismes ou d'algues conservés dans des sédiments eux-mêmes enfouis et qui, sous l'effet de la chaleur, se sont transformés en pétrole. Ce qu'on appelle les hydrocarbures, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. L'exploitation de ces énergies par l'homme a commencé avec le charbon en 1850, au début de la révolution industrielle. À cette époque, le charbon fournissait environ 18% de notre énergie, tandis que le bois en représentait plus de 80%. Donc en 1850, il y a 160 ans à peine, le seul hydrocarbure fossile exploité était le charbon. Au Canada, l'exploitation du pétrole a commencé au sud-ouest de l'Ontario en 1858. Ça fait donc un peu moins de 160 ans. Entre 1858 et fin 2011, on a consommé dans le monde environ 1200 milliards de barils. Ce qui me frappe surtout, c'est que 90% de cette quantité ont été consommés depuis 1961. Mieux encore, 50% depuis 1988. Actuellement, nous consommons 32 milliards de barils par an. Mais il ne reste plus beaucoup de gisements contenant de telles quantités. En matière de pétrole conventionnel, pour chaque baril trouvé, on en consomme 3 ou 4. 32 milliards de barils par an, ça fait beaucoup. À ce rythme-là, dans 50 ans, il n'y aura plus rien. La Terre était très riche en hydrocarbures, mais là, nous touchons aux limites géologiques. Dans les régions minières traditionnelles, comme les Appalaches, dans l'est des États-Unis, la production décline depuis des années. Il y a beaucoup de charbon dans le monde, ça ne fait pas de doute. Mais une fois de plus, la véritable question c'est où s'arrêtent les ressources et où commencent les réserves? Sur la totalité des ressources en charbon qui sont énormes, combien peut-on en extraire de façon rentable en utilisant les technologies actuelles? Vraisemblablement beaucoup moins que les estimations qui ont été faites par le passé. Aux États-Unis, les mines à déplacement de sommet se multiplient. C'est une technique assez bon marché, mais c'est aussi le signe qu'on est aux abois. Cette veine noire que vous voyez ici, c'est du charbon. Au-dessus, c'est la roche, le grès, qui constitue la montagne. Cette montagne est un peu comme un millefeuille.
Pour fabriquer une mine à déplacement de sommet, on arrache la première épaisseur de roche pour accéder à cette fine couche de charbon. Le ratio est de 1 pour 20, peut-être plus. Il y a d'autres moyens d'accéder au charbon. Pas forcément cette veine qui est trop fine pour être exploitée. Mais après tout, rien ne nous oblige à extraire jusqu'au moindre petit bout de charbon dans l'État de Virginie de l'Ouest. Ils ont placé 2 charges sur la colline d'en face. Bon sang, quelle poussière! Il paraît que je suis le dernier à connaître cette montagne. Le tout dernier. Sur cette colline là-bas, avec mon grand-père et ma grand-mère, on n'avait pas d'électricité. Ni de montre d'ailleurs. On avait une cloche. Un coup, ça voulait dire que le dîner était prêt. 2 coups, c'était pour prévenir qu'il y avait un essaim d'abeilles. Ça, j'en ai passé du temps sous terre. 28 ans pour être précis. Mais ça ne fait que 3 ou 4 ans qu'ils ont commencé ça. Ils ont arraché le dessus de la montagne, tout ça pour envoyer leur charbon en Chine. Un jour, ils regretteront. Il y a d'autres moyens de récupérer ce charbon, sans avoir à arracher les arbres, les montagnes. Regardez-moi ce qu'ils ont fait. Sur des kilomètres, regardez jusqu'où ça va. Je suis dégoûté. Ils sont en train de racler les derniers restes. Bien sûr, on trouvera toujours des techniques pour ramasser au mieux les dernières miettes. Mais il ne faut pas se leurrer. Le monde est confronté à un épuisement des ressources en charbon, mais aussi en pétrole et en gaz naturel. Pendant tout le XXe siècle, la production annuelle de pétrole a augmenté d'année en année. Mais depuis 7 ou 8 ans, ça plafonne. Ce n'est pas parce qu'on a ralenti l'exploration. Alors que se passe-t-il au juste? C'est simple. Les puits se tarissent et les niveaux de production des gigantesques gisements découverts dans les années 1940, 50 et 60 ont commencé à décliner. Et quand un champ de pétrole conventionnel atteint, disons, un âge moyen, tous les efforts sont placés dans l'injection d'eau pour forcer ce qui reste de pétrole à remonter du réservoir vers le puits. Je suis spécialisé dans la télédétection. Je cherche des ressources naturelles et j'observe l'environnement grâce à la technologie. Les gisements apparaissent comme de petites irrégularités à la surface de la Terre. Nous analysons l'état des gisements de pétrole grâce à un satellite de ce type, qui se trouve entre 600 et 700 km d'altitude dans l'espace. Cela nous permet d'observer l'état de la surface de la Terre à des endroits donnés, avant, pendant et après exploitation. Nous avons pu ainsi observer l'un des plus grands gisements de pétrole au monde, le Bourgan au Koweït. Pour vous expliquer rapidement, le pétrole est un peu plus léger que l'eau. Quand le puits est en production, le pétrole qui est sous terre jaillit sous la pression d'eau ou de gaz déjà présente dans le gisement.
On creuse alors des puits secondaires autour du réservoir, dans lesquels on envoie de l'eau pour maintenir la pression permettant le pompage. Et quand le pétrole vient se concentrer au milieu, il est aspiré, comme avec une paille. Ici, la production a atteint son pic. Ce qui veut dire qu'on a déjà à peu près utilisé la moitié des réserves. Le pétrole conventionnel est déjà sur le déclin. Pour compenser ce ralentissement, il va nous falloir trouver l'équivalent d'au moins 3 fois la production de l'Arabie saoudite. Or, le seul domaine où on peut trouver de telles quantités, c'est celui du pétrole non conventionnel, d'où l'intérêt qu'on lui porte actuellement. Il existe un concept qu'on appelle le taux de retour énergétique. C'est le rapport entre l'énergie dépensée pour creuser un puits, construire des oléoducs, produire offshore, etc., et la productivité des puits que l'on fore. Le taux de retour énergétique net d'un puits vertical en Arabie saoudite dans les années 50 était d'au moins 100 pour 1. On avait investi 1 baril d'énergie pour produire 100 barils d'énergie utilisable. Aujourd'hui, on a repoussé les limites au maximum. On fore très profond en mer. Souvenez-vous de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Ce sont plusieurs centaines de millions de dollars par puits, pour un taux de retour énergétique de 25 pour 1. Il y a aussi les sables bitumineux. Seuls 20% sont assez peu profonds pour être exploités en surface, et leur taux de retour est de 5 pour 1. Les 80% restants ne sont accessibles que par des technologies in situ, dont le taux de retour énergétique est de 2,9 pour 1. En gros, on brûle 1 baril de pétrole pour en obtenir 2. On n'en serait pas là si on avait des alternatives. Si on prend le pétrole de schiste, par exemple, son taux de déplétion, de baisse de production annuelle, est de 40%, contre 4% pour tous les gisements de pétrole conventionnels. Il nous faut donc trouver assez de nouvelles ressources pour compenser ces 40% de baisse par an et maintenir le niveau de production, ce qui implique beaucoup de forage et beaucoup de fracturation hydraulique. Il y a un site sur votre droite là-bas. On va passer devant. Il y en a un autre au bout de la piste d'atterrissage à gauche. Vous voyez la foreuse là-bas? Elle est en train de creuser sous l'autoroute. Ces installations peuvent être entourées de palissades ou d'un simple talus. Vous pouvez planter des arbres autour. Bref, il y en a de toutes sortes et elles peuvent s'adapter à tous les environnements. Il fore environ 1500 puits de ce type par an, ce qui est largement suffisant pour compenser la déplétion. Mais un jour ou l'autre, ils seront à court d'emplacement. Quand on observe l'ampleur de la baisse qu'ils font compenser chaque année, c'est sans fin. Il faudra de plus en plus de puits, juste pour maintenir la production. Je ne parle même pas de l'accroître. À ce rythme-là, la production des 2 plus grands gisements de pétrole au monde n'en a plus que pour 10 à 12 ans.
Il faut rappeler que le pétrole consommé aujourd'hui a mis plus de 500 millions d'années à s'accumuler. Ce sont 500 millions d'années d'énergie solaire qui sont conservées dans ce pétrole. Et nous en consommons 32 milliards de barils par an, soit 5 millions d'années d'énergie solaire brûlées par an, 14 000 ans par jour. Il va de soi que c'est une ressource limitée, non renouvelable. Non renouvelable à l'échelle de la durée de vie de l'homme en tant qu'espèce vivante sur notre planète. L'impact est considérable. Il faut imaginer que ce qui a été emprisonné dans la roche par le biais de la photosynthèse pendant plus de 500 millions d'années a été libéré en l'espace de quelques siècles à peine, depuis la révolution industrielle. On peut comparer ce phénomène à la grande oxydation. La combustion à outrance des énergies fossiles est en train de ramener notre vaisseau terrestre en arrière, à l'ère de la formation des volcans et à l'atmosphère primitive privée d'oxygène qui existait avant l'apparition des formes de vie complexes sur Terre. Notre satellite GOSAT étudie l'impact des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il mesure les concentrations de dioxyde de carbone et de méthane. Il nous fournit ainsi des données sur la totalité de l'atmosphère. Vous savez, plus on observe la Terre, plus on prend conscience de la fragilité des choses. La vie sur Terre ne tient qu'à une très fine couche de carbone dans l'atmosphère. L'effet de serre est dû à des rayonnements solaires qui touchent la Terre et restent emprisonnés dans un duvet de CO2 bien chaud, qui maintient le tout à la bonne température. C'est un équilibre parfait, mais fragile. La concentration atmosphérique de CO2 à ne pas excéder se situe autour de 350 parties par million. Aujourd'hui, nous sommes à 400, ce qui est bien supérieur aux conditions atmosphériques dans lesquelles la civilisation s'est développée et dont la vie sur Terre dépend. Depuis la révolution industrielle, nous avons rejeté tellement de CO2 dans l'atmosphère qu'au lieu d'avoir un équilibre parfait, avec des températures adaptées, nous sommes en train de surchauffer la planète. Au fil des siècles, l'humanité a brûlé tellement d'énergie fossile et émis tant de CO2 qu'elle se retrouve aujourd'hui avec un climat fondamentalement différent de celui qui a favorisé son épanouissement. Une atmosphère plus concentrée en CO2 retient davantage la chaleur du Soleil, ce qui fait augmenter la température sur notre planète, avec des conséquences extrêmes. Nous réchauffons la planète comme jamais. À cause de nous, les générations futures ne pourront pas bénéficier d'un environnement idéal, celui dans lequel notre civilisation s'est développée durant l'Holocène au cours des 12 000 dernières années. Nous le détruisons complètement en bouleversant le système par lequel la vie se perpétue. Mais ce n'est pas tout. Nous privons aussi les générations futures d'un accès à une énergie bon marché.
Si tous les trésors de la Terre partent en fumée, dans quelques décennies, il ne restera plus rien. Le calcul est vite fait. Nous devons donc trouver le moyen de garantir un accès abordable et démocratique à l'énergie sans nuire à l'environnement. C'est aussi simple que cela. Sur notre vaisseau Terre, on peut ouvrir sa fenêtre pour laisser entrer l'air frais. On a des saisons, on a des prés en fleurs, des enfants qui jouent dehors. On a des contacts avec d'autres êtres humains. La perspective d'aller s'implanter ailleurs, sur une autre planète, dès qu'on en aura fini avec celle-ci, n'est pas très séduisante. Pour moi, c'est clair. Il n'y a pas d'autre endroit dans l'univers où les conditions soient aussi bonnes que sur Terre. Il faut trouver une meilleure solution. Nous volons tous ensemble à son bord, dans l'immensité de l'univers. Et on peut dire que ce vaisseau est bien plus perfectionné que tous ceux que j'ai eu l'occasion d'habiter pendant mes missions.